Bonjour à vous, ici Mom. J'espère que vous vous portez bien et que ce début d'année 2025 se passe pour le mieux. Vous le savez, si vous avez vu mes bilans 2024, je m'étais exprimé sur la volonté de recentrer la chaîne sur la musique, chose que j'ai faite et dont je suis très content. Cependant, je ne me suis jamais interdit de revenir sur un sujet plus sociologique et lié à la culture métal si l'envie me prenait d'en parler. Donc autant le dire tout de suite, si vous êtes là pour la musique, cette vidéo ne sera pas pour vous. Je vous le dis sans détour, ce que je vais vous présenter là, ça fera réagir. Parce que je vais parler de comportements, d'arguments montés de toutes pièces, de sophismes, d'un ensemble d'habitudes plus ou moins conscientes. Autrement dit, je vais bousculer la fourmilière d'une certaine frange sociale de métalleux. Et on ne va pas se mentir, cette communauté est la plus farouche, la plus déterminée. Mais aussi celle avec un background très intéressant et avec de bonnes surprises. Aussi, je vais être direct. Si vous vous reconnaissez dans ce que je vais dire, sachez que je n'adresse aucune insulte, ni ne fais d'attaque gratuite. Si ce que je dis vous fait réagir, n'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire, mais avec respect et politesse. De toute façon, sachez que si vous n'aimez pas ce que je vais faire ici, vos dislikes et les attaques que vous ferez en commentaire apporteront de la portée à la vidéo que sans doute vous souhaiteriez ne pas voir. Pourquoi est-ce que je prends toutes ces précautions? Parce que je connais internet et je sais pertinemment qu'il y aura des réactions sans même avoir lancé la vidéo. Car commencer en disant c'est métalleux qui n'aiment pas le métal, eh ben ça ne plaira pas. Pourtant, il y a bien toute une partie de métalleux qui détestent le métal, ou devrais-je dire, qui détestent le métal moderne. En vrai je dis ça, mais ça fait depuis au moins les années 90 que ce groupe de hardos envoie des critiques acerbes sur tout ce qui prend la place des légendes de leur cœur. Si Judas Priest se fait détrôner par Nirvana, c'est parce que le grunge, eh ben c'est de la merde et ça attire des gens qui n'y connaissent rien. Si Iron Maiden perd en prestige et que Killswitch Engage plaît à des jeunes venus sauter au son de mélodies pourtant inspirées heavy des années 80, eh ben c'est parce que le metalcore, eh ben c'est de la merde. Et les 10 hardos vont arborer un t-shirt no metalcore, voire fuck metalcore, pour montrer leur lien à une scène particulière. Si Accept et AC/DC ne font plus l'unanimité, ben c'est bien parce que le métal moderne, comme Ginger ou Lorna Shore, vient tout vicier avec des compos artificiels sans aucun feeling. Absence de feeling qui avait déjà été dénoncée quand Van Halen faisait des plans tapping, attirant l'attention de toutes et tous, et les hardos de l'époque déplorant ainsi qu'on a oublié le toucher de David Gilmour chez Pink Floyd, et que Van Halen, bah là, c'est un déluge de notes, il n'y a aucun feeling là-dedans. Avant que ces mêmes hardos, les hardos maintenant d'aujourd'hui, n'affirment que Van Halen, au moins, il y avait du feeling, alors que Tosin Abasi, bah y a rien, c'est pas de la musique. Donc là, vous commencez un peu à voir la saveur de la vidéo. On va prendre des arguments et montrer qu'il y a quand même des oppositions, des contradictions dans les discours montés de toutes pièces. Là, je parlais de l'exemple du feeling, mais c'est une illustration parfaite. Des gens qui, à l'époque, ont critiqué quelque chose qui est aujourd'hui porté en triomphe. Bien sûr, dans cette introduction, j'ai établi un portrait robot très grossier et volontairement exagéré. Ce que j'ai fait là, c'est une caricature. Toutefois, ça contient un best-of de tous les commentaires que l'on peut trouver chez les metalheads les plus zélés et les plus réfractaires à la nouveauté. Le souci que j'ai, c'est que ces idées défendues n'avancent aucun argument tangible, mais ne proposent que des considérations esthétiques sur lesquelles nous reviendrons plus tard. Et surtout, ces arguments s'appuient sur des sophismes qui, en plus de donner envie de dire ok mon gars mais Osef, vont parfois en contradiction avec la passion qu'ils disent défendre. Nous allons faire une analyse en mode best-of des arguments anti-modernité employés contre ceux qui voudraient défendre les productions actuelles. Et comme j'ai dit, la vidéo sera un petit peu longue, donc chope-toi ton snack préféré et ta petite boisson qui te met bien. Et bien sûr, si mon contenu te plaît, le pouce levé, le partage, l'abonnement, le commentaire, tu sais ce qu'il faut faire. Débutons sans détour avec l'argument massu numéro 1, qui est le fait de dire « Ouais, mais moi tu sais, j'ai 60 ans, je sais de quoi je parle ». Celui-ci est un grand classique. Quand un jeune groupe ou des passionnés de moins de 40 ans viennent contredire la pensée des plus âgés, eh bien ces derniers viennent crâner en affirmant « J'ai 60 berges, je sais de quoi je parle ». Déjà, il y a une chose qui ne va pas dans cette affirmation,
Et l'argument que je vais opposer pourra être utilisé dans plusieurs cas. Alors oui, tu es plus âgé que moi, mais est-ce que je suis responsable de ne pas avoir ton âge? Venir critiquer quelqu'un sur son âge n'a aucune valeur argumentative. C'est de la pure attaque ad personam inutile. En quoi l'âge serait gage de qualité argumentative? Au nom de l'expérience acquise? Mais un jeune groupe ou un jeune passionné, ces gens-là ont pu avoir accès à des connaissances emmagasinées et diffusées par internet. Alors certes, l'esprit des jeunes n'est pas celui que ces personnes plus âgées ont connu dans leur propre jeunesse. Certains vont par exemple glorifier le fait qu'ils ont galéré pour trouver des infos ou pour apprendre à jouer d'un instrument. Ils se sont formés à la dure, et c'est que comme ça qu'on apprend. Oui, mais là, on commence à voir le biais de nostalgie. J'en ai parlé dans une précédente vidéo, mais l'esprit humain a vite tendance à enlever tout le négatif des expériences passées. C'est en fait un mécanisme de survie. Le cerveau ne garde que l'essentiel, à savoir l'émotion centrale, et va réorganiser les souvenirs en une histoire personnelle qui fait sens pour qu'on garde, nous, un semblant de santé mentale. Donc l'âge peut signifier qu'on a des connaissances, mais cet argument-là, c'est un raccourci. Ce n'est pas l'âge qui construit les connaissances, c'est la somme des expériences qui permet de stocker des connaissances. En vivant plus, on a davantage d'expérience, j'en conviens. Mais entre quelqu'un qui s'est laissé porter toute sa vie en suivant ses potes en concert et un die-hard qui passe des heures à éplucher du contenu, à mettre en relation et en réseau, à étudier, à se renseigner, à écouter, à pratiquer. Je sais que je fais également un raccourci dans cet argument-là, mais avec une attitude de construction active, un jeune peut avoir en 2 ans ce qu'un autre a pu avoir en 10 ans. C'est une affaire d'attitude. Encore une fois, dans les 2 exemples que j'ai cités là, celui qui se laisse porter toute sa vie, sans vraiment remettre en question, est-ce qu'il a vraiment plus de connaissances qu'un vrai passionné die-hard qui va creuser encore et encore? Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'important n'est pas l'âge, mais l'attitude. Et si certains voient chez les jeunes une inculture, voire une arrogance, il serait bon de se rappeler que certains ardos étaient déjà comme ça il y a 40 ans, quand ils étaient à la place des jeunes d'aujourd'hui et qui se faisaient dans les années 80 insulter par les anciens. Et ce que je dis là, les jeunes qui se font insulter par les anciens, ça se fait au moins depuis Socrate, avec ce discours de « nous sommes la dernière génération à avoir des valeurs, les jeunes ne respectent plus rien et ne savent plus rien ». Désolé, mais même du haut de tes 60 ans, ce n'est pas dit que tu saches forcément tout ce que je sais sur les liens dans la scène tech des années 80-90, et même moi qui me suis beaucoup renseigné, j'en ai toujours à découvrir, et c'est pour ça que j'aime causer musique, car ça me permet d'en découvrir davantage. Alors je me permets d'interrompre le fil de cette vidéo, mais si tu es adepte d'Heroic Fantasy, n'hésite pas à jeter un œil au Litanie de l'acier, mon roman qui est sorti récemment, tous les liens sont dans la description. Mais voilà qu'arrive une nouvelle opposition. L'appel à l'autorité, autrement dit, moi, j'ai connu l'époque. Ah oui, en effet, sur cette chaîne, je parle beaucoup des années 80-90, et autant le dire, vu que je suis né en 1991, je n'ai pas connu l'époque, je n'étais pas là quand ça a eu lieu. Mais est-ce que c'est vraiment le cas pour les personnes qui ont 60 ans et plus? Oui, ces gens étaient vivants à l'époque des années 80-90, mais est-ce qu'ils étaient dans les réseaux ou dans le flux d'actualité qui permettait de savoir quand sortait Watchtower, Queen's Reich, Fates Warning, puis Cynic, Spear Architect et tout ce qui s'ensuit. J'ai pu avoir comme ça une discussion sur le death metal avec une personne qui avait entre 15 et 20 ans au début des années 90. Et cette personne affirmait, à l'époque, il y avait 0 nuance dans le death metal. Alors, peut-être qu'en France, et dans le réseau particulier de cette personne, dans son histoire individuelle, les amateurs de death metal n'allaient pas dans la nuance, mais dès 1991, on a eu une année death metal très forte en nuance avec le Testimony of the Ancients de Pestilence et le Human de Death. Puis, dès 1993, toute la scène scandinave a déployé des trésors de death metal qui mutent vers autre chose, ce qui a appelé le Melodic Death Metal après. Je pense notamment en 92 au Prodigal Son d'Afflicted, qui est un véritable pionnier du genre Melodic Death, et c'est un disque remarquable de richesse et de nuances. Certes, je n'ai pas connu l'époque,
Mais avec le recul que permettent les découvertes sur internet, on peut retracer certains réseaux qui étaient difficiles de côtoyer à l'époque. À moins d'avoir des connaissances ou de vivre en Suède dans les années 90, il était difficile de toucher du doigt les multiples mutations qui avaient lieu dans cet endroit du globe. Même aujourd'hui, avec internet et le web horizontal, il nous est impossible d'avoir accès à tout. Il n'y a qu'à voir comment en 2008, tout le monde n'a rien saisi de la déferlante Meshuggah avec Obscene ou celle d'Animals as Leaders en 2009. Tout s'est fait sous le radar. Et là, je peux parler de mon expérience personnelle. En 2009-2010, c'était ma première année à l'université, j'ai rencontré des tas de personnes, notamment des métalleux tech-nerds qui étaient à fond dans leur sujet. Et là, mais on parlait de Meshuggah, Animals as Leaders, et je pensais à l'époque que j'étais vraiment au cœur du truc, que je vivais l'explosion de ce genre. Et cependant, en suivant par exemple le contenu de Max Waimi sur tout ce qui est le prog moderne, eh bien je me suis aperçu que déjà en 2005 se faisaient sur les forums les balbutiements de cette scène gent. Donc en réalité, ce que je croyais savoir en 2009-2010 et qui était un peu le socle de mes connaissances, ce n'était que la superficie, que la surface. Donc même si on a connu l'époque, on s'aperçoit avec internet que l'on peut toujours creuser davantage et toujours chercher plus loin dans les réseaux entre musiciennes et musiciens. De manière générale, à moins que la personne fût un chroniqueur ou une chroniqueuse acharnée, il est impossible, même en ayant connu l'époque, d'avoir accès à tout. Et même en étant hyper informé, que ce soit à l'époque ou aujourd'hui, il y a forcément des détails desquels ils ou elles sont passés à côté et desquels nous aussi passons à côté. Et c'est normal, nous ne sommes ni omniscients ni omnipotents. C'est pour ça d'ailleurs que les gens ayant connu l'époque des années 70, 80, 90 ont parfois du mal avec la vision des nouveaux venus. Mais ouais, si en tant que nouveau venu, tu parles des années 80 avec le thrash metal, bah à l'époque, les hardos parlaient de hard, juste hard. Et justement, souvent ces hardos, ils vont dire « Ouais, mais aujourd'hui on se prend la tête avec les étiquettes, à l'époque c'était hard et ça allait très bien. » Ce qu'il y a, c'est que ces hardos n'ont pas saisi que les étiquettes se sont affinées. Et de là peuvent naître des conflits d'appréciation dont j'ai déjà parlé dans la vidéo sur la division dans le métal. Le biais du survivant, si c'est connu, c'est qu'il y a une raison. L'appel à l'autorité amène un autre argument anti-modernité brandi par beaucoup de monde. Après avoir dit « j'ai 60 ans, je sais quel est le bon goût » et après avoir affirmé « j'ai connu l'époque bénie, aujourd'hui c'est de la merde, je sais de quoi je parle », il y a cette affirmation massue du « si Iron Maiden est une légende, c'est qu'il y a une raison ». Derrière, l'idée est que si le nouveau groupe dont les jeunes parlent n'est pas connu, c'est qu'il y a également une raison. Je cite ces phrases car elles sont apparues très souvent dans la vidéo de l'ami Mathieu de Heavy Ma Vie sur son live avec Max Waimi sur les sorties récentes en heavy metal. Il y a énormément de commentaires pour dire que Gloomy Reflections, c'est un groupe rincé, claqué, qui ressemble à rien, qui est pas connu, et que c'est normal, parce qu'un groupe inconnu, bah c'est un groupe nul, et inversement, un groupe nul, c'est inconnu. Et la réciproque de cette phrase étant qu'on ne peut pas attaquer Judas Priest, car Judas Priest, c'est connu, donc c'est excellent vu que c'est connu. Tout ce que je viens de dire là, c'est un raccourci de pensée lié au biais du survivant et au stéréotype du mérite. Dans le modèle économique capitaliste et libéral, il est admis que la réussite est due à l'effort, au talent et au mérite. Le succès vient en travaillant, en ayant sué sang et eau, en s'étant sacrifié, dévoué à sa cause. Ce que je dis là est lié à toute une tradition culturelle, notamment à l'imagerie du martyr et au symbole du christianisme occidental. Pour s'élever, il faut douiller sa race. Même les grands films ont ce récit de rise and fall, et la remontée est encore plus grandiose, car faite avec persévérance. On peut même aller dans le jeu vidéo, il n'y a qu'à voir comment God of War numéro 1 est construit, et comme God of War emprunte beaucoup au récit grec, en fait on s'aperçoit que le narratif du héros qui s'extirpe de sa condition tragique par l'effort, cet imaginaire-là,
il est même avant la figure du martyr, il est présent déjà dans l'Antiquité grecque. Et j'ai envie de te dire, cette image de l'effort va beaucoup plus loin, on la retrouve même dans la sagesse bouddhiste, puisque le Bouddha originel mettait en avant dans ses enseignements l'importance de l'effort physique pour atteindre une béatitude dans la méditation zen. De ces faits, l'abnégation et l'effort revêtent donc un aspect absolu. Ce sont des valeurs transmises dans diverses civilisations à diverses époques. Il est donc normal que ce narratif de l'effort revienne chez nous. Il semblerait insupportable dans une culture telle que le métal, où il y a une définition très forte de l'intégrité et de l'aspect true, qu'un groupe soit connu en trichant, en mentant, voire en trompant le public. Bah ouais, le métal il triche pas, le métal il se fait dans l'effort. Sauf que le métal reste de la musique, et dans notre société contemporaine, la musique reste une industrie. Si dans le métal, nous sommes pour le moment épargnés par les industry plants, à savoir des succès créés de toutes pièces par les majors, les labels, les grands ponts de l'industrie pour ce qui est du rap et de la pop. En tout cas, j'ai l'impression que dans le métal, il n'y en a pas, corrigez-moi si je me trompe. Mais même si on n'a pas d'industry plant à ma connaissance dans le métal, il y a cependant ce discours lié au mérite qui est omniprésent dans les musiques métal. Sauf qu'il y a une limite à ce discours. Si on prend Iron Maiden ou Metallica, aujourd'hui légendaires, en quoi ces groupes ont du mérite quand ils se reposent sur leurs acquis? Quand Senjutsu sort et propose des plans qu'on a déjà entendus 1000 fois dans d'autres titres d'Iron Maiden, avec des répétitions pour allonger la sauce et même des soucis d'harmonisation, où est le mérite? Quand Metallica sort 72 Seasons et que les gens sont surpris qu'ils reviennent à une formule plus thrash metal, formule qu'ils ont eux-mêmes conçue, où est le mérite? De mon regard extérieur, il est normal qu'un groupe ayant des millions et qui n'ont littéralement que la musique dans leur vie, il est normal que leur musique soit bien foutue. Je ne vois pas en quoi il faut féliciter une légende de fournir des disques de qualité. C'est non seulement leur métier, mais en plus, ils ont accès à tout pour fournir la dite qualité. Alors certes, ils ont bûché sévère pour avoir accès à tout ça, et je ne leur enlève aucun mérite de leur carrière exemplaire. Mais si leurs disques se vendent, c'est bien qu'il y a une raison. Ils sont devenus des marques. Ils sont des repères qui dépassent la musique. Iron Maiden, c'est pas juste un groupe, c'est pas juste du métal. C'est dans la culture populaire. Ça se vend car c'est connu. Si un jeune groupe était venu avec l'équivalent de Senjutsu avant Iron Maiden, personne n'en parlerait. Et je vous rappelle qu'Iron Maiden dans les années 2000, ils étaient dans le creux de la vague et il n'y avait aucun souci à les critiquer à l'époque. Et pour en revenir à Metallica, si un jeune groupe avait fait l'équivalent de 72 Seasons avant Metallica, il aurait été certain que les plus anciens des Metalheads auraient défoncé ce groupe, prétextant qu'ils n'ont aucune identité, qui ne font que recopier Metallica et compagnie. J'en veux pour preuve le groupe Redemption, qui a été propulsé par le Voice of Hell et qui s'est retrouvé sur la main stage du Hellfest. Ils faisaient un son qui faisait beaucoup penser à du Metallica, ils se sont fait démolir, mais c'était hallucinant. Mais comme la marque Iron Maiden a ressurgi, les critiquer revient à se mettre à dos les hordes de fans organisés en communauté. D'autant que les années 2010 ont renforcé le marketing de la tribu, dont j'ai déjà parlé dans une ancienne vidéo. Je n'ai aucune envie de défendre ces groupes nazes. Une énorme impasse. Toujours avec l'exemple de la vidéo de Heavy Mavi, et en lien avec ce que l'on vient de dire sur le mérite et le biais du survivant, quand des gens affirment que si c'est connu, il y a une raison, je leur impose cet argument. Ces groupes connus, avant qu'ils soient des légendes, ils sont partis d'en bas. Ils ont été portés par le public. Ces groupes sont devenus connus car vous les avez défendus, vous en avez parlé, vous avez acheté du merch, vous les avez financés en quelque sorte. Et bien quand je dis tout ça, ces personnes me rétorquent, je n'ai aucune envie de défendre ces nouveaux groupes, ils sont nazes. Parce que Iron Maiden, c'était légendaire au jour 1 ? Moi je crois savoir que les gens qui aiment Iron Maiden aujourd'hui, c'est pour la période de 82 à 88. L'éponyme de 1980, il est souvent oublié, voire boudé, voire jugé comme de la merde pour beaucoup qui encensent Power Slave. Idem pour Meshuggah. Qui parle de Contradictions Collapse? Quasi personne, car c'est du thrash, et les gens qui ont découvert Meshuggah,
c'est par les albums des années 2000, notamment Obzone. Et tant qu'on parle des groupes défendus par les hardos, parlons de Scorpions, tiens, tout le monde parle de leur carrière hard rock. Mais vous saviez que les 2 premiers Scorpions, c'est du heavy progressif? Bah non, personne n'en parle, car à l'époque, ce n'était pas culte. Ils n'ont pas été connus pour leur prog. Scorpions a gagné du galon avec leur hard rock plus accessible. Dire que les nouveaux groupes sont nazes et ne méritent pas d'être défendus, c'est le pire que l'on puisse dire. Comment voulez-vous que la nouvelle garde se forme si personne ne les soutient? Vous savez, vous pouvez aussi bien apprécier les groupes légendaires et jeter une oreille dans les nouvelles sensations. Surtout que, comme je l'ai dit, les nouveaux venus n'ont pas autant d'argent ni de moyens, ni la possibilité de se consacrer à 100% à la musique que les grands pontes que vous défendez bec et ongles. Évidemment que les légendes continuent d'être énormes, comme je l'ai dit plus tôt, ils ont l'argent et ils ne font que de la musique. Les nouveaux venus, très souvent, ce sont eux qui gèrent leur communication, qui cherchent à booker leurs événements et concerts, qui tournent leurs clips, et ils font ça en plus de la musique. Donc quand tu dois gérer tout ça en plus de la composition et de l'enregistrement, évidemment, il y a dispersion des forces. Et pourtant, ces nouveaux groupes, ils ont la dalle, ils se défoncent, ils cherchent à se faire une place. Et pour que leurs efforts payent, eh bien, il faut leur donner de la force. Avec une attitude de repli sur les légendes et de refus d'aider les nouveaux groupes, il est évident que jamais tu n'auras de nouvelles légendes. Donc, au lieu d'affirmer que les nouveaux groupes sont nazes, essaye de voir pourquoi ils ont moins d'impact que les légendes actuelles. Et parfois, les gens qui disent que c'est naze, ils sont juste en mode autobus. Nouvelle musique? Tu parles et tous ces groupes ont tout pompé à Judas Priest. Bah non, c'est juste que tu es en mode focus sur tes propres écoutes. Mais tu peux prendre le temps de creuser, de chercher. Moi, je découvre toujours des sensations qui m'épatent. C'est pas dit que je vais les écouter en boucle, mais quand j'ai fait mon stream des découvertes 2024, j'ai passé 2 heures avec le chat et les viewers m'envoyaient de superbes propositions artistiques. Certes, elles ne me correspondent pas, mais ces propositions sont riches. Elles m'ont sincèrement surpris avec de la créativité, des tentatives et de la nouveauté. Et si tu me dis « Ouais, mais j'ai pas le temps de chercher », je sais pas, je croyais que la musique, c'était ta passion. Quand on est passionné, on n'attend pas d'avoir sa soupe toute prête par les majors. Quand on est passionné, on va chercher sa propre tambouille. On se débrouille, on y passe du temps. Et si ça signifie se perdre dans des tas de projets, bah on le fait. Parce que la perle rare, elle ne viendra pas à nos pieds en étant poussée par les vagues. De toute façon, vu la taille du 7ème continent, si tu restes sur la plage à attendre d'avoir ce que l'océan va te charrier, tu vas surtout avoir des tonnes de déchets. Ouais, là je crois que je me suis égaré. Le mythe de la singularité. Et si je reviens à ce que je disais, les anciens auditeurs conspuent souvent les nouveaux groupes parce qu'ils n'ont pas d'identité, ou ils trahissent l'identité du rock et du métal, ils ne sont pas authentiques, ils ne sonnent pas comme ces auditeurs aiment que le métal sonne, etc. Je me faisais une réflexion en m'écoutant les 3 premiers Rainbow. Si on y réfléchit bien, avant les années 80, le métal n'avait pas de son véritablement défini et identifiable. Tout se jouait sur les compos et c'est une des raisons de pourquoi on pouvait parler de hard dans les médias français. Qu'est-ce qui distingue Motörhead, AC/DC et Deep Purple? C'est les compos, la grammaire employée, la manière d'aborder la musicalité ou le rythme. Motörhead par exemple a un aspect punk et rock très direct. AC/DC va à l'efficacité des rythmiques simples et blues. Et Deep Purple, au contraire, propose une pluralité et un aspect shred, si bien que des tonnes de musiciennes et musiciens de métal ont fait des covers du travail de Ritchie Blackmore, aussi bien chez Deep Purple ou Rainbow. Et à côté, nous avons Black Sabbath, qui a su imposer un son, mais on est loin, très loin du son caractéristique du heavy et du thrash qui a été fait dans les années 80. Il suffit de comparer le Sad Wings of Destiny et le Painkiller de Judas Priest pour s'apercevoir du gouffre que les années 80 ont creusé en termes de production et d'identité sonore. Pourquoi est-ce que je parle de tout cela? Parce que les groupes défendus comme indétrônables ont totalement métamorphosé le son pour donner les bases diverses du métal. Metallica en 82 et 83 a ouvert la voie à l'identité
thrash metal. Iron Maiden a apporté les bases des harmonies prenantes, et Slayer, accompagné de Venom, Celtic Frost et Hellhammer, ont su imposer des variations vers des choix de plus en plus extrêmes. Et autant dire que ces nouveautés, surtout Slayer, Venom, Celtic Frost et Hellhammer, ces nouveautés-là, elles ont choqué à l'époque. Ce n'était pas le son précis de Pink Floyd ou du rock des années 70. À cette époque-là, dans les années 80, les kids qui découvraient Metallica, Iron Maiden, ils taxaient de réac les vieux rockeux qui étaient encore bloqués sur David Gilmour ou Led Zeppelin. Là où je veux en venir, c'est que ce qui fait la particularité d'une période, d'un style ou d'une tendance, ce qui fait le sel, c'est notre manière d'aborder, d'apprécier ces périodes, ces styles, ces tendances. Et de là, quand notre goût est partagé par une immense majorité, le raccourci est très simple. On se dit qu'on est du bon côté, dans le camp de ceux qui ont le bon goût. Mais finalement, ce sont des considérations subjectives, partagées au sein de ce camp, qui donnent cette impression de bon goût objectif. Avant que Celtic Frost ne devienne culte, les premiers albums étaient décriés. Avant qu'Iron Maiden sorte ses immenses succès, le premier album n'était pas compris et reste mis de côté encore aujourd'hui. Avant que toute une vague de personnes s'approprie le black metal deuxième vague, cette musique était rejetée. Les réhabilitations et le fait de causer musique font qu'on arrive à saisir les ingrédients de ces recettes pourtant très particulières. Nous ne sommes pas issus d'une cellule autonome. Nous sommes le fruit de constructions sociales, de rencontres et de positionnements dans le champ social. Et notre goût, que l'on pense absolu, n'est qu'un des nombreux aspects de notre nous, notre identité, soumise à des fluctuations nombreuses. Nous sommes le maillon d'une chaîne, mais le modèle capitaliste s'oppose à cette vision et cherche à tout prix à s'adresser à notre besoin de singularité et d'individualisme, car à un être qui se sent souverain et unique, on peut lui vendre un produit qui s'adressera directement à son plaisir de distinction. Et le marché musical au sens large reste une industrie, surtout pour les immenses légendes du métal. Aussi, il y a un point que je souhaite évoquer car ça me démange d'en parler. Les personnes arguant que tout est de la merde, sauf les légendes, eh bien ce sont souvent les premières à affirmer leur singularité, leur côté unique. Moi, quand je rencontre de vrais passionnés, j'ai en face de moi des gens qui ont des goûts affirmés, mais qui ont aussi une curiosité et de réels arguments pour dire pourquoi certaines propositions artistiques ne leur plaisent pas. Et ces gens-là ont aussi un regard historique et sourcé sur l'ensemble des scènes. Ils ont leur touche, ils ont leur identité. Alors que les gens que je vois en commentaire, on a le sentiment d'avoir des argumentaires copier-coller montés de toutes pièces. Il y a parmi ceux qui disent que le metalcore c'est de la merde. Qui a vraiment écouté du metalcore? Là je parlais de la touche, de l'identité des passionnés avec qui je m'adresse. Et donc là je pose cette question. Dans une culture qui se veut authentique et intègre, où se trouvent ces deux valeurs quand tu ne fais que répéter un discours préconstruit? Où se trouve ta spécificité quand tu craches un « c'est de la merde » en suivant l'avis de la majorité des hardos? Il est difficile de parler d'intégrité quand tu ne fais qu'envoyer les mêmes raccourcis de pensée partagés par l'écrasante majorité de la foule présente en festival ou en concert. Autrement dit, quand tu es le mouton noir dans le troupeau, tu sors du lot. Mais si t'es un mouton noir au sein des moutons noirs, tu fais partie de la masse. Moi de mon côté, je m'en fous de me distinguer, d'arborer une veste à patch ou de prouver mon appartenance. Comme j'ai déjà dit 1000 fois, les goûts nous définissent pas. Et par exemple, porter une veste à patch, ça a toujours eu pour moi un aspect homme sandwich, même si je reconnais certaines pièces vraiment esthétiques. Mais les goûts nous aident à nous situer socialement, à échanger, à discuter. Mais si t'es là à te sentir insulté, si quelqu'un exprime un désaccord sur un album ou un groupe, là je dis, détends-toi, tu écoutes de la musique, on parle musique, on n'a pas blasphémé sur ta famille, tout va bien. En aparté, le discours sur l'intelligence artificielle. Puisque nous y sommes, dévions vers un autre sujet qui est régulièrement mis en avant par nos aînés
dénonçant les jeunes. Un autre point de crispation et de discorde se forme quand des personnes entre 20 et 40 ans, donc de ma génération, viennent dénoncer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les covers d'albums, les affiches de festivals ou même dans certaines étapes de la production d'un album. On pourrait se dire que les jeunes étant adeptes de nouveautés, ils seraient les premiers à embrasser l'IA sans l'interroger. Mais pas du tout. Faites l'expérience. Venez affirmer sur un fil ou en commentaire qu'un artiste dit avoir tout fait lui-même alors que c'est criant que l'intelligence artificielle a été employée, et au mieux vous vous retrouverez insulté, au pire vous serez ban. Faites remarquer qu'un groupe ou des artistes vous mentent en cachant l'utilisation de l'intelligence artificielle, et des hordes viendront vous dire qu'on s'en fout et que c'est pas important. Ainsi, Patrick Mamili est l'illustre exemple de cette foire face à l'intelligence artificielle. Ce gars vient dire que c'est normal, l'intelligence artificielle il faut l'embrasser, c'est le futur. Non mais le futur, alors que ça n'a rien de visionnaire l'IA, c'est ce qui se passe maintenant, c'est pas l'avant-garde. Donc Mamili vient affirmer que l'IA c'est pas important, c'est la musique avant tout. Non mais là, les bras m'en tombent, désolé. C'est de la mauvaise foi. Quand sont sortis les covers de Monstrosity ou le fameux Dance of Death d'Iron Maiden, ceux qui aujourd'hui ont 60-70 ans et qui défendent l'intelligence artificielle, c'était les premiers dans les années 2000 à affirmer que les visuels de Monstrosity et de Iron Maiden, c'était une honte. Ces gens qui ont aujourd'hui 60-70 ans, ils étaient les premiers à dire que dans les années 80, c'était les visuels qui les avaient attirés, c'était la singularité du métal d'avoir des cover art magnifiques. Et ils étaient en mode « Ouais, Photoshop ça gâche tout, y a plus d'art dans mon métal !» Donc ça me rend fou, parce que ces gens qui ont critiqué les covers Photoshop à l'époque, aujourd'hui sont là à défendre l'intelligence artificielle. Alors je vais vous le dire une bonne fois pour toutes, l'intelligence artificielle n'a rien d'artistique, c'est un enjeu commercial. Le but est simple. Faire des économies. Après, l'intelligence artificielle est un outil formidable, car, comme tous les outils, et là désolé, on va un peu entrer dans le territoire de la philosophie de la technologie, mais les outils servent à simplifier notre quotidien. Développer les outils permet de gagner du temps et d'économiser ses ressources en temps, en argent et en santé par exemple. L'ère industrielle a permis un confort sans précédent, reléguant aux machines des tâches qui ont usé, voire tuer des individus. L'IA, comme d'autres outils, permet de gagner du temps et de l'énergie, notamment dans la recherche en médecine et en sciences pour les essais randomisés. L'IA est faite pour nous remplacer sur des tâches pénibles. Mais le souci, ici, c'est que l'intelligence artificielle est usée pour générer du contenu. Si vous défendez les IA génératives d'art, ça veut dire que, de 1, vous estimez que la musique et les visuels, c'est du contenu industriel qu'on peut automatiser sans action humaine. Et on dit bonjour à Andy Warhol qui avait déjà dénoncé cette dérive du consumérisme artistique. De 2, si vous défendez l'IA, ça signifie que, pour vous, l'art est une corvée qu'on doit laisser aux machines. Justement, l'IA peut nous accompagner pour des tâches un peu rébarbatives, des tâches qui sont vraiment pénibles, reloues. J'ai envie de dire par exemple dans le montage, pour faire les cuts, à des moments c'est vraiment pénible, et l'IA peut aider dans ce cas-là. Ou l'IA peut aider dans les tâches monotones qui sont à automatiser, comme détourer les logos de groupes de métal. Merci mais non merci Lorna Shore par exemple. Ou alors quand on est dans un travail de restauration ou de correction d'image, et on a la flemme de passer des heures avec l'outil gomme ou l'outil estompage, allez on fait faire par l'IA, c'est beaucoup plus simple. Dans le cas de la musique, l'IA peut accompagner pour moduler le son qui a été enregistré. Mais là aussi, ce que je dis, c'est critiquable, parce qu'il y a des ingé-sons qui font du travail de petites fourmis pour avoir un rendu très spécifique dans le master final. Mais si les majors commencent à employer l'intelligence artificielle pour les visuels, les clips et compagnie, vous pensez qu'il va se passer quoi ensuite? Parce que les majors, elles emploient l'intelligence artificielle pour économiser quelques milliers d'euros, ensuite, quand ce sera bien implanté, elles vont laisser le taf des producteurs et des ingé-sons aux logiciels IA, qui seront beaucoup moins chers. Et si vous me dites que ça n'arrivera jamais, gardez en tête l'exemple de Suffocation et Malevolent Creation. Ces groupes archi prometteurs qui ont sorti d'immenses albums au début de leur carrière, ils se sont fait lourder par leur label qui, pour des soucis d'économie, les ont forcés à aller dans un studio d'enregistrement qui était moins cher.
Donc si déjà dans les années 90 on avait des labels de death metal qui faisaient des économies de bout de chandelle en choisissant un studio moins cher, vous pensez qu'il va se passer quoi dans le cas de l'intelligence artificielle et de l'industrie musicale? Ça coûte cher un ingé son, alors qu'il suffit d'un logiciel pour tout corriger rapidement. Et alors là, si tu commences à dire que tout se ressemble aujourd'hui dans le métal, et si tu laisses faire le travail aux intelligences artificielles, là t'es sûr que t'auras que des produits standardisés. Mais revenons au cas des visuels dans le métal. Sincèrement, vous avez écouté le métal parce que les visuels vous ont attiré. Il y a des visuels qui vous ont marqué avec une identité forte, profondément humaine. C'est le côté très organique qui vous a plu aussi dans la musique métal. Ou au contraire, le fait de constater que des humains peuvent être de véritables machines, comme nécrophagistes. C'est cette fine frontière entre réussite et échec qui donne tout le mouvement dans le métal. Et là où je suis estomaqué, c'est de voir que même des artistes professionnels emploient l'intelligence artificielle dans leurs visuels. Franchement, vous ne pensez pas qu'il y a un souci en mode vous sciez la branche sur laquelle vous êtes? Parce que si en tant qu'artiste visuel, vous défendez l'intelligence artificielle et financez des logiciels IA, ce qui va se passer, c'est que vos clients, ils feront quoi quand des logiciels seront encore plus évolués? Ils n'iront plus vous voir. Ils généreront en 2 clics des tonnes de visuels, et vous, les artistes visuels, vous finirez au chôme du. Et alors, faudra pas venir en mode qui aurait pu prédire? Et aussi, si vous êtes anti-consumérisme, en rébellion avec le système, si vous êtes metal, comme vous l'affirmez, ne venez pas avec votre discours de technobro venu vendre sa formation en marketing numérique. Défendre l'IA générative de contenu à visée artistique, c'est nourrir la machine et non nourrir l'humain. Donc si vraiment t'es en mode intégrité metal, t'envoies chier l'IA et tu fais remarquer quand un artiste nous ment. L'important est d'assumer. Ce qu'on voit dans tout ça, c'est que les musiques métal et les cultures qui en découlent sont multiples, complexes. Plus que jamais, le métal est à l'image de la société, fragmenté, rempli de variations, de nuances, de diversité. Plus que les avis, ce sont les idéologies qui s'opposent et se confrontent. Et Internet est un territoire fertile pour le développement de ces divergences. Au-delà de tout ça, ce qui compte, et je ne le répéterai jamais assez, c'est la musique. J'ai envie de dire, en quoi ça vous regarde ce que les gens écoutent? Vous aimez la musique qui vous passionne, et c'est cool. Les 10 groupes que vous aimez sont déjà légendaires et tournent à balle. Les nouveaux venus ne vont pas phagocyter ces légendes. Nous sommes à l'ère des festivals, d'internet et du tout accessible. De plus, les groupes que vous aimez vont forcément s'arrêter un jour ou l'autre. Donc, préparez-vous au changement. Par ailleurs, vu tout ce qui sort, vu les 50 ans de métal et le quotidien que nous avons, eh bien il faut assumer que nous soyons largués. Il faut assumer que nous nous reposions sur des goûts subjectifs. Puisque nous jugeons les sorties récentes par rapport à des œuvres qui nous ont subjugués il y a plus de 20 ans, c'est normal que les musiques actuelles nous laissent totalement sur le carreau. Les mutations ont été tellement rapides, les canaux de diffusion n'ont plus rien à voir avec l'époque. Étant en dehors des plateformes de streaming et des festivals, étant moi-même à écouter toujours plus de prog, je suis largué complet quand je vois ne serait-ce que les nouveautés du métal généraliste. The Warning ou Prodigy, ça fonctionne à fond et ça me passe totalement au-dessus. Et ça, c'est un phénomène normal. Le monde change alors que nous cherchons à avancer avec nos bouées qu'on espère immuables, avec des œuvres marquantes qui nous ont forgés, avec des références qui ont défini nos goûts, voire qui nous ont permis plusieurs rencontres. Nous restons attachés au mât du bateau qui avance sans arrêt et nous gardons les yeux fermés pour maintenir l'image du port que nous avons quitté. Et forcément, quand on ouvre les yeux, on se retrouve dans un lieu qu'on ne reconnaît pas, sans savoir comment on s'est retrouvé ici. Et avec ce message d'assumer, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Je vous rappelle, le like, le partage, l'abonnement, le commentaire pour donner de la force, ça fait toujours plaisir. Je vous rappelle qu'il y a en description mes réseaux et aussi le lien pour commander Les Litanies de l'Acier, mon roman de fantasy. Je fais régulièrement des streams sur Twitch, pareil, n'hésitez pas à me suivre pour ne rien louper de ces lives. En attendant de prochaines aventures, c'est tout pour moi. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao, ciao.